Je suis obligé maintenant de me donner la parole et je dois tout d'abord justifier le titre. Michel Butor des Chronotopes. Il est difficile, évidemment, à chaque fois, mettre des mots qui n'ont pas une valeur singulière, mais qui ont une valeur de vocabulaire, à côté d'un nom et d'une œuvre qui est tout à fait dans sa singularité. Comment conjuguer l'anonyme et le singulier. Eh bien, j'essaierai de justifier un peu ces chronotopes pour qu'ils ne soient pas trop indignes de l'œuvre de Michel Butor. Or, la rhétorique classique nous dit que les chronotopes sont des figures qui réunissent et croisent surtout les espaces et les temps. Et si nous prenons cette définition la plus simple que j'ai trouvée, on voit tout de suite que derrière cette définition, il y a la leçon d'Aristote dans sa poétique, puisqu'il reconnaît d'abord dans l'œuvre d'Édipe, dans l'Édipe de Sophocle et puis dans la tragédie classique, l'unité d'espace, de temps et d'action. Est-ce que, alors, devons-nous dire que nous sommes face à une œuvre classique? D'une certaine manière, oui, mais à cette condition, puisque dans l'œuvre de Butor, comme dans d'autres projets parallèles, peut-être j'en évoquerai un ou deux, il s'agit en effet de comment parfaire et échapper en même temps au programme que l'on s'est donné. Comment parfaire? Nécessaire de parfaire jusqu'à la limite extrême et en même temps échapper au programme que l'on s'est donné. Antoine Compagnon a déjà évoqué cette première période de la création de Michel Butor, mais je voudrais encore insister un moment en la regardant de ce côté-là. Il y a une espèce de convocation de la civilisation dont nous sommes les héritiers dans des lieux, mais qui sont constamment aussi des temps. Passage de Milan, il s'agit du croisement de biographies et aussi de projets à l'intérieur d'un immeuble. L'emploi du temps est aussi une année dans une ville anglaise. Avançons à degré 1960, encore plus vertigineux, un lycée, mais en même temps qui croise les programmes d'enseignement, les différentes heures et donc l'emploi du temps et le parcours dans ces programmes, dans une classe et pour certains de ces individus, de sorte qu'il y a en même temps dans un seul lieu toute la géographie, l'histoire, les programmes des classiques et les réactions de ces jeunes pendant une année scolaire, mais comme on vient de l'écouter, aussi je cite le sous-titre maintenant de Mobile, étude pour une représentation des États-Unis, sans penser à réseau aérien 1962, sous-titre test radiophonique, ou encore pour Niagara Falls, étude stéréophonique. Alors, vous voyez, comme Laura Bali vient de le dire, il y a d'autres arts qui sont convoqués, non seulement la musique au sens classique, mais là aussi la musique est plutôt un lieu stéréophonique. Il faut souligner cela. Il n'y a pas donc seulement une question des trois unités aristotéliciennes, non seulement la question du volume, donc une tridimensionnalité, mais aussi, je dirais, la quatrième, c'est-à-dire la relativité de la perception de ces dimensions. Et l'écoute ou le lieu du lecteur est englobé dans cet espace-temps. Donc il y a cette, je dirais, comme du reste les sciences du XXe siècle nous l'ont montré, il y a cette relativisation du lieu aristotélicien tout en le gardant comme une espèce de base. Cette relativisation englobe le lecteur comme porteur de la relativité même. Je voudrais, sans pouvoir m'attarder sur d'autres textes qui appartiennent à Génie du lieu 2 et 3, c'est-à-dire Ou et Boomerang, venir à une œuvre musicale qui m'est chère,
Elle concerne la collaboration avec Henri Pousseur, et c'est la vision de Namur qui nous montre en effet ce programme à l'œuvre. Vous avez une photocopie qui a été distribuée et vous voyez que Namur est au centre d'une série de roses, les roses d'Ézéchiel et les roses où les chansons correspondantes se multiplient autour du noyau central. Si on prend les pôles autour de Namur, dans la première rose, vous avez des langues, le flamand, le français, l'italien et l'allemand, qui se multiplient après dans les autres angles de cette rose. Mais quand vous prenez la suivante, et qui est en effet la mise en place des séries des chansons et textes correspondants qui sont chantés, vous voyez que le premier pôle est conservé dans la même position, flamand, français, italien, allemand, mais qu'après, il y a des multiplications et des liaisons qui se font avec des disparitions et d'apparitions. Le latin disparaît, mais d'autres entrent, et que l'arabe se déplace, d'autres se distribuent, et que d'autres langues entrent dans cette rose, le rwandais, le sanskrit, l'yiddish, le japonais, l'amérindien, etc. Ce texte, en plus, n'est pas seulement l'intégration des civilisations et des langues dans les espaces, mais c'est aussi quelque chose qui concerne aujourd'hui, je dirais, plutôt que notre identité, nos espoirs européens, puisque les classiques également sont distribués à l'intérieur de ce projet. Donc, il y a des grandes œuvres. L'allemand est représenté par le Faust de Goethe, l'anglais par Blake, le mariage du ciel et de l'enfer, l'italien par le paradis de Dante, et on peut continuer, le persan par Firdousi, l'espagnol par Cervantes, Persillès du reste, le sanskrit par un hymne védique, l'Amérique du Nord par Melville Moby Dick, etc. Et non seulement il y a ces œuvres mondes, mais aussi les auteurs sont représentés comme des personnages qui ont leur chant. Dante à Florence chante vers le sud, cœur doré de céleste rose, qui est en même temps une citation du paradis. Nous avons Jean à Patmos, donc l'Apocalypse, qui chante vers l'est, les 12 portes de la ville, chacune formée d'une perle, etc. Nous avons Firdousi à Isfahan qui chante vers le sud, et ce texte se multiplie puisque ce qui chez Dante est en même temps image et son le devient également dans ce texte admirable, et Dante accompagne petit à petit le griot kabyle en chantant à son tour, mais à côté du kabyle, au cœur de la rose des voix, ils avancent. Alors, ce texte admirable se termine avec une vision apocalyptique, comme dans une espèce de grand paradoxe des béatitudes, seulement les béatitudes ici sont les béatitudes de l'humain. Les béatitudes peuvent être réécrites par le bonheur, par la béatitude qui a été portée par le témoignage humain, et je dirais que l'un des grands programmes de l'écriture de Michel Butor pourrait être résumé, à mon sens, dans ce motet à 12 qui me prend toujours quand je le lis: transmutation des déchéances, renversement des royautés, empire des miséricordes, immensité du plus petit, encombrement dans le plus vide et vide au cœur du plus épais, nous lui donnons forme de livre. C'est un motet à 12 et j'aimerais bien avoir pu écouter cette mise en forme. C'est donc une célébration d'une humanité à venir qui se conclut avec un madrigal à vin, donc qui résume et réunit toutes les voix dispersées, ou plutôt réunies dans ces roses, et c'est vraiment une réécriture magnifique de la rose des bienheureux chez Dante. Je t'aimerai toute ma vie, souverain de toute rose,
du feu, du tonnerre et du vent, qui bondit à travers la nuit, dans la pourpre de nos ténèbres, dans la chaîne de nos soupirs, dans la panique de nos vies, où les astres pleurent leur cycle, ultime rose de nos voix. Et je fais ici une petite parenthèse pour évoquer une donnée politique de nos jours si pauvre. Aujourd'hui, les instances politiques nous invitent en toute l'Europe à célébrer l'année du multilinguisme, de la pluralité, etc. Mais nous n'avons rien de symbolique pour faire cela. Notre imaginaire de la multiculturalité, du plurilinguisme européen n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est des projets de translation et le calcul combien un traducteur coûte pour chaque page. C'est vraiment d'une désolation infinie. D'où l'idée que j'aimerais relancer ici, de pouvoir mettre en scène, ce serait mon rêve, dans chaque pays, cette rose de Namur, cette vision de Namur. C'est le seul texte qui pourrait correspondre aujourd'hui à une idée européenne digne de ce nom, d'Eschyle, Dante, Cervantes, Hugo, etc., pour arriver à nos jours, mais dans une unité qui comprend le ruandais, l'idige, le portugais, etc. Voilà donc la richesse, c'est un petit exemple, mais comme il y a eu une mise en scène, il y a eu plusieurs peut-être représentations, il faudrait le refaire. Nous ne parlons pas seulement d'une œuvre, mais nous parlons aussi de notre présent. Ce projet de Michel Butor suscite bien évidemment une question fondamentale. Comment sortir de l'hypothèque aristotélicienne ? Même multipliée et même, je dirais, posée sur les 4 dimensions de la relativité einsteinienne du XXe siècle, dont du reste l'œuvre de Michel Butor a un très bon témoignage. Comment sortir néanmoins de cette hypothèque ? Eh bien, je voudrais citer tout simplement une formule qui nous vient de Mobile. C'est une formule qui me semble nous orienter d'une manière, je crois, cohérente dans l'espace de l'écriture de Michel Butor. Il s'agirait, au fond, s'il était possible, mais je crois que vous l'avez rendu possible, d'une autobiographie d'une idée. Voilà. Une idée, jamais abandonner ce territoire si important, une idée, mais qui doit devenir, par le biais de l'écriture, une autobiographie personnelle et collective. Voilà, me semble-t-il, ce que Michel Butor a vraiment innové dans le XXe siècle. Antoine Compagnon a évoqué cette continuité avec une grande tradition où le jeu est si important, de Montaigne à Proust. Mais il y a quelque chose de nouveau chez Michel Butor. C'est-à-dire que, oui, il y a une immense autobiographie, mais c'est une autobiographie d'idées. C'est comme si on avait repris toute cette tradition qui tournoyait un peu dans les cieux platoniciens et on l'avait mise en écriture. Autobiographie de plusieurs idées. Et il faut travailler beaucoup pour faire cela. C'est comme si on devait avoir les constellations célestes. Du reste, il y a pas mal de constellations dans l'œuvre de Michel Butor et qui deviennent, à un moment donné, une autobiographie. Donc, il faut aussi un effort immense de construction, je dirais, de vie autour d'une idée. Nous avons été trop je dirais, en même temps fascinés et fourroyés par le double héritage aristotélicien et platonicien, de sorte que, ou bien il y a l'idée, ou bien il y a l'autobiographie. Je simplifie, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Le concept et le vécu, l'événement ou la construction. Et l'œuvre de Butor est là, en effet, pour essayer de réunir d'une manière cohérente ces deux domaines que la tradition occidentale a toujours tenu d'une manière
très séparés. Alors, pour venir à ce projet que j'ai essayé, j'espère ne pas trop m'éloigner de la pensée et de la création de Michel Butor, je voudrais prendre le dernier chapitre dans Répertoire 2, le roman et la poésie, sa conclusion, le paragraphe 15, poésie romanesque. Michel Butor nous dit « Il faut donc que la structure interne du roman soit en communication avec celle de la réalité où il apparaît, spore de ce tal. » Le romancier alors, celui qui aperçoit qu'une structure est en train de s'esquisser dans ce qui l'entoure et qui va poursuivre cette structure, la faire croître, la perfectionner, l'étudier, jusqu'au moment où elle sera lisible pour tous. Et au fond, d'une certaine manière, le romancier est un passeur de structure, quelqu'un qui fait de l'éclairage dans la structure, de sorte que cette autobiographie d'une idée devienne lisible et visible pour tous. Il est celui, je le cite encore, qui aperçoit que les choses autour de lui commencent à murmurer, ce qui va mener ce murmure jusqu'à la parole. La poésie romanesque est donc par l'intermédiaire de quoi la réalité dans son ensemble peut prendre conscience d'elle-même pour se critiquer et se transformer. Tâche immense. Et je crois que seulement Hegel avait dit quelque chose de semblable, en disant qu'il faut que le philosophe dialectise le réel pour que le réel soit mis dans les mains du sujet et que le réel même puisse se critiquer pour devenir une forme à venir d'une pensée, d'une société plus digne. Voilà, donc, immense tâche, par l'intermédiaire de quoi et duquel la réalité dans son ensemble peut prendre conscience d'elle-même pour se critiquer et se transformer. Bon, je crois que là, il y a vraiment une tâche essentielle et je voudrais vous proposer quelques éléments ou quelques continuités par lesquelles Michel Butor a mis en place ce travail fondamental, philosophique en même temps. On a pensé souvent au dialogue autour des 33 variations de Diabelli comme un lieu de collaboration entre la littérature et la musique, cette structure qui se multiplie par variation, c'est trop facile. Et je crois que, surtout dans ce texte, comme dans d'autres, Michel Butor se donne une tâche encore plus radicale et fondamentale. Ce n'est pas un jeu de variation, c'est quelque chose de plus clair qu'il dit du reste dans une glose assez importante au cœur même de ces 33 variations. On sait que pour Fourier, le système solaire constitue une série de 32 termes dont le Soleil 33e est le foyer. Sa pensée étant à l'origine une méditation extraordinairement imaginative sur les transformations que les découvertes astronomiques récentes apportent à l'ancien système des correspondances sur lequel était fondée la pensée médiévale. Oui, Fourier. Il n'y a pas seulement une continuité, comment dirais-je, de numérisation, de permutation, de variation. Il y a derrière ce tableau immense des époques de Fourier qui vont au-delà de l'homme. Et Italo Calvino, en lisant les Anti-Düring d'Engels, ajoute seulement Fourier, Engels, j'ajouterai Michel Butor, ont représenté une histoire et une présence humaine qui puissent prendre en charge la disparition de l'homme et même la disparition de ce que nous représentons comme univers. Et ceci est très important parce que, disons, l'homme, on pourrait dire d'une certaine manière, nous souhaitons une écriture qui puisse aller au-delà de la présence physique du lecteur, des lecteurs, de l'écrivain, etc. Mais pour prendre en charge cela, il faut aussi avoir poussé l'hypothèse à l'extrême, arriver à ce moment pivotal, comme Fourier l'appelle,
au-delà duquel il y aura autre chose. Et c'est ça qu'il faut surtout pouvoir mettre dans l'écriture pour éviter que, d'une certaine manière, l'écriture à venir soit dépassée par l'événement et par les transmutations. Je ne peux pas vous lire ce passage admirable qui est une mise en scène du système fouriériste sous espèce d'une immense danse des mondes. Je dirais que là, toute la grande tradition de l'atomisme classique, du pantareil, est prise en charge. Mais je voudrais aussi évoquer les effets d'écriture que ce texte, cette prise en charge de l'hypothèse Fourier donne à l'écriture de Michel Butor. Et là, je citerai un passage de Express, donc dans la poésie de Michel Butor. Je le cite parce qu'il y a une liaison étroite entre la philosophie de Michel Butor et son écriture. Et il ne faut pas lire la poésie tout simplement comme une transposition singulière d'un sujet, d'un individu, d'un jeu, d'un ego qui écrit, mais tout au contraire comme la prise en charge linguistique d'un système philosophique. Alors voilà quel est le résultat de cette pression de la vision transapocalyptique de Fourier dans la poésie, dans l'écriture de Michel Butor. Triomphe de la poussière, et les chairs se dissoudront fibre à fibre, les vêtements s'éparpilleront fil à fil, peu à peu se fissurera la doublure de plomb. Les ais de chien se fendront, la maçonnerie du caveau se délitera, les inscriptions sur la dalle s'effaceront sous la mousse, l'herbe se fera pénétrer ses racines par tous ces interstices, bientôt les arbustes, les grands arbres qui feront tout trembler lentement, la terre même tremblera à cause de la dérive des continents et de la folie des superpuissances. Les fourmis creuseront leurs galeries, les taubes leurs tunnels, lièvres et renards leurs terriers, plus les bulldozers racleront tout cela, et le vent sorcier remuera les débris siècle après siècle. Viendra le rivage de la mer dont les vagues lécheront les vestiges, les rongeront, creuseront, concasseront, broieront, rouleront les crânes sur les galets pour en faire du sable que les enfants amasseront en châteaux effacés par la marée montante. Passera le rivage de la mer, et vous voici, traces d'ossements menés par les courants, vous resolidifiant en arrêt dans les ventres des poissons que les pêcheurs prendront dans leurs filets, s'il y a encore des poissons, s'il y a encore des pêcheurs pour regarder leurs enfants se lécher les doigts, et la poussière, écoutant la voix des cimetières où certains crânes dureront beaucoup plus longtemps que les autres. S'il y a encore une histoire franchissant les degrés de l'histoire, messager de notre poussière auprès de ce petit neveu aussi différent de nous-mêmes, j'espère que nous le sommes de trilobites et qui peut-être n'auront plus d'ossements ou ne seront plus qu'ossements, toute leur machinerie enfilée dans leurs moelle grandiront, fleuriront, finiront par mourir après des siècles d'aventure. Où cela? Quand cela? Et que fera-t-on de leur corps? Quand bien même on les lancerait surgelés dans les grands espaces, au bout de millénaires et millénaires, tout cela redeviendrait enfin, encore une fois, poussière. Bien, vous voyez, il y a des conséquences quand on prend ce point de référence. Il y a un rythme épique, mais il y a aussi, je dirais, le défi face au dernier point. Nous devons avoir le courage de le dire et de l'inscrire par ce rythme qui défie l'éternité et qui prend en charge ce pantareil. Il y a ce passage que je trouve l'une des pages les plus belles de la littérature du XXe siècle et peut-être de bien plus de siècles, quand il y a
ces crânes qui roulent sur les galets pour en faire du sable que les enfants amasseront en château effacé par la marée montante. Une phrase et elle dit tout le temps humain. Ce passage, du reste, n'est pas seulement un passage qui touche, je dirais, la partie apocalyptique de notre tradition. Ce n'est pas seulement cet art de la combinatoire que Italo Calvino avait expérimenté des villes invisibles à Palomar, qui se conclut, comme vous le savez, d'une manière fouriériste à son tour, comment apprendre à être mort. Du reste, Italo Calvino lui-même avait traduit les 4 mouvements de Fourier, lui-même en disant que c'était chez Fourier qu'il fallait trouver une espèce d'inspiration pour notre présent. Il y a aussi un autre élément, pas seulement cela, pas seulement une vision apocalyptique, mais je dirais quelque chose qui appartient plutôt à ce qui nous reste aujourd'hui. Comme nous ne possédons pas aujourd'hui l'Apocalypse, il serait prétentieux de faire comme les prophètes des temps que nous avons connus. Les grands prophètes des temps bibliques, Savonarole, etc., qui prétendent avoir la clé de l'après. Alors, comme nous n'avons pas cela, Michel Butor, qui est toujours dans une position dialectique par rapport à son œuvre, nous apprend également qu'il y a un deçà auquel il faut être fidèle, et c'est précisément le reste. Tout ce que le système met à l'écart, bien c'est là l'élément fondateur d'une possibilité d'écriture et aussi de réflexion. C'est dans En voix, toujours son œuvre poétique, le chapitre « Les hasards des stèles ». Or, s'il y a quelque chose qui devrait être peu hasardeux, c'est les stèles, mais justement là, il y a un élément paradoxal qui est extrêmement important de souligner. Objet perdu, trouvé, délivré. Déjà ça est déjà une poétique entière. Objet perdu, trouvé, délivré. La peinture se retrouve un objet parmi d'autres. Certes, elle a des pouvoirs particuliers, affermit notre veille, est talisman pour un tapiès, par un tapiès, mais tout objet, le plus humilié, le plus déporté peut devenir un talisman, peut illuminer notre veille s'il est situé par rapport au cadre, au mouvement, à l'illumination de la peinture, comme tout mot peut devenir un maître mot. Voilà, un tout mot qui puisse devenir un maître mot. C'est presque une manière de contrecarrer l'oméga d'un après-apocalypse par un tout mot, un mot anonyme qui puisse devenir, grâce au travail de la création, qui puisse devenir un maître mot. Mais alors, il faut le chercher justement dans les objets perdus. Il faut aller vraiment racler la surface des choses et l'entière présence des objets au monde. Et je viens à la dernière série, qui est toujours tirée des poésies, des illustrations. 3 modalités pour faire ce travail. Je me permets tout simplement un choix arbitraire, mais j'espère au moins un peu cohérente. Tout d'abord, le choix de l'échange. L'échange n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de neutre. N'est pas quelque chose de neutre. C'est notre manière des équivalences monétaires qui nous a habitués à penser que l'échange est équilibré. Vous avez ici un objet et de l'autre côté, il y a la monnaie. Donc, tout devient comparable. Quand vous êtes dans un système d'objets de nature, rien n'est comparable.
moi je te donne une pomme, mais toi tu me donnes une orange, et moi je la voudrais un peu plus claire, un peu plus obscure, etc. L'échange est un pari, est un risque, est une prise en charge toujours déséquilibrée, défectueuse. Et Michel Butor le dit admirablement avec une magnifique conclusion. La façon dont la vie quotidienne, avec ses angoisses et un certain comique amer, transpire dans les aisselles du corps figuré. Pivot de titre. Ainsi, le dessin que j'appelais l'oiseau, je puis maintenant le nommer la griffe, le labour deviendra les arceaux ou la multiplication, l'envol sera l'échafaudage, la haie se transformera en abside, les roseaux deviendront les caresses, la ruine se nommera l'anathème ou la vengeance ou la carcasse, le casque deviendra le crapaud ou l'afflux ou la dénonciation ou la fureur, l'ombre sera la poupe ou le dénouement ou la pétrification ou les entrailles ou la perturbation. On pourrait dire l'échange doit toujours pouvoir maintenir au moment du passage les entrailles et la perturbation. Ce n'est pas seulement un mouvement, c'est plus que cela. Et enfin, deux autres éléments qui semblent paradoxaux, mais qui le sont juste à un point, c'est la hâte. Mais quelle hâte? Quelle obligation à parfaire? Quelle manière de pousser plus loin le travail de l'écriture? C'est un texte qu'il faudrait avoir vraiment un grand interprète pour le lire, ou peut-être Michel Butor même. Plier, replier, retourner, ficeler, rabattre, nouer, renforcer, serrer, reprendre, étendre, étirer, tourner, ployer, envelopper, emballer, empaqueter, timbrer, expédier, réceptionner, trancher, déchirer, ouvrir, déballer, déplier, sortir, défaire, refaire, arranger, réintroduire, réemballer, réexpédier, déchirer, briser, brûler, recommencer, reconstituer sur le chevet, sur l'écritoire, fondre, forger, rager, désespérer, se calmer, se reprendre, s'y remettre, plier, barrer, corriger, nouer, dénouer, serrer, aérer, étendre, couper, tourner, redresser, développer, se hâter de persévérer. Voilà, se hâter de persévérer. Là, c'est vraiment le nœud essentiel, se hâter de persévérer. Et là, vous avez un exemple de cette hâte de persévérer. Je viens donc à la fin de mon exposé. Problème d'aujourd'hui pour vous et créateurs et pour nous lecteurs. Comment parfaire l'œuvre en attendant de la parfaire? Ça, c'est l'un des points qui arrive tous les jours au niveau les plus modestes, un devoir d'école pour un enfant et un devoir d'éternité pour l'écrivain. Eh bien, vous avez là, et je reviens aux auteurs qui ont été évoqués, en ajoutant un que vous citez souvent, mais comme ça un peu dans les notes, dans les glosses, et c'est Sterne. Et dans la partie finale de vos illustrations, dans Répertoire 5, vous constatez que dans la série de Répertoire 5, il faudrait avoir 21 exemples, il faudrait les développer pour arriver encore une fois à ce chiffre parfait. Inutile, par conséquent, puisque en faisant cela, les possibilités se refont, augmentent, etc. Inutile par conséquent, me suis-je dit, de rassembler encore 21 documents pour celui-ci dans lequel la peinture joue sans doute un rôle moindre. Mais rien n'empêche de les proposer à l'imagination du lecteur. Voici donc une suggestion pour chaque essai. Donc, comment dirais-je, des essais à venir, mais qui sont déjà réunis dans la formule parfaite des 21. Un morceau de manuscrit très embrouillé, le cauchemar de Fuseli, le plan du centre de Tokyo, une ville imaginaire de la Renaissance, l'homme zodiacal des frères de Limbourg, l'image centrale de l'Apocalypse de Dürer, le petit livre avalé, Quetzalcoatl, le plan du labyrinthe de Versailles, une illustration du calendrier républicain, un quatuor de dames de cartes, la fille de Jétro dans la fresque de Botticelli,
une page du livre de Kels, le triptyque Évolution de Mondrian, un logogramme d'Autremont, un fragment de partition manuscrite de Beethoven, une vanité, B majuscule, un éboulement de Jean-Luc Parent, quelques cartes du matériel pour un Don Juan, un fragment de carte des États-Unis montrant Albuquerque, l'atelier où a été imprimée cette page et les 5 volumes des répertoires. C'est très sternien, vous voyez, avec la page marmorisée pour celui qui voudrait participer au travail d'écriture-lecture. Mais ce texte se termine par une dernière glose, les silences, et c'est déjà le lecteur posé dans le texte même qui interroge l'écrivain, bien avant que le livre se termine, ou au seuil de la fin du livre, sur les portes de ces entrées-sorties, toutes ces questions que l'on m'a posées. Parlez-vous de ceci ou de cela dans le répertoire? Et non, voilà, c'est tout. Ce n'est que cela. Ce sera pour une autre fois. J'ai peut-être parlé ailleurs, dans un autre livre, dans tel article, que je n'ai pas repris dans tel cours. Chaque semestre, lorsque je reprenais ces années dernières mon enseignement, je me suis imaginé que j'allais pouvoir utiliser le magnifique sujet que je traitais pour en tirer l'un des essais de ce livre, la représentation des États-Unis dans la littérature française, les romantiques en Orient, la poésie de Molière, Roussel, Huysmans, Artaud, Rimbaud, etc. Cela m'est arrivé une fois. C'est un nouveau cours sur Rabelais qui m'a donné les compagnons de Pantagruel. Pour le reste, le livre s'est fait autrement. Voilà donc cette ruine définitivement inachevée. Alors, grande responsabilité parce que c'est la citation même de Westland, de la fin de Westland, la terre vaine. Je pêchais sur la rive et derrière moi se déroulait la plaine aride. Mettrais-je au moins de l'ordre dans mes terres? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Poi s'ascose nel fuoco che li affina. Quando fiam uti chelidon. Aussi, comme vous voyez, convocation de toute la littérature et de nos sources. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, je veux de ces fragments étayer mes ruines. Shanti, shanti, shanti. Fin du poème. Je veux de ces fragments étayer mes ruines. Voilà donc cette ruine définitivement inachevée. Ben, voilà, un grand courage de terminer avec Eliot. Je voudrais à mon tour terminer sur ce thème, mais je crois que l'œuvre de Michel Butor dépasse également le risque, comment dirais-je, de la citation trop facile. Et c'est pourquoi je me permets de terminer par quelque chose qui me semble plus propre à montrer comment Michel Butor a maîtrisé l'héritage d'une grande tradition du XXe siècle. Tradition de, comme nous l'avons vu chez Eliot, mais il faudrait encore ajouter Pound, Joyce, etc., des auteurs, Rilke également, qui ont réuni tous les langages pour en faire une seule puissante fusion, un bronze éternel. Il y a quelque chose qui est déclaré dans Répertoire 4 et qui me paraît peut-être utile de prendre en mode de conclusion. Je ne cite pas quel est l'auteur auquel Michel Butor s'inspire, je le dirai à la fin, je cite seulement ce passage admirable. Le mot dépaysé, des paysans qui s'immergent dans une phrase, le mot dépaysé, des paysans qui s'immergent dans une phrase, le détail dans un cadre, joue non seulement avec ce qui est à côté, ce qu'il rencontre, mais aussi avec ce qui est dessous, ce qu'il cache, remplace, sous-entend. Le récit ne se distribue plus ici en une suite linéaire, avec permutation, variation, etc., mais dans une constellation à 7 ou 8 branches. Alors peut-être maintenant vous pouvez commencer à deviner. Le jeudi, le noir comporte 2 exemples, le rire du coq et l'île de Pâques. Dans l'original,
les superbes teintures des couvertures sur 5 cahiers faisaient respirer les pages blanches. Depuis que je les ai vus pour la première fois pendant la guerre, et c'était ce que dit La femme sans tête de Marc Sest, la hydra classique qui vous regarde, vous enterre pour vous dévorer, eh bien, depuis que j'ai vu pour la première fois pendant la guerre, j'ai eu envie d'introduire mes propres mots dans cette danse. Voilà. Le risque extrême de l'hydra, mais gouverné et saisi comme une danse, c'est ce que nous vous devons. Merci Michel Buteau.